Nous avons voulu commencer cette troisième table ronde avec laquelle je signale pour la première fois depuis ce matin la présence d'une dame parmi nous qu'il faudrait saluer. Vous ne les saluez pas? C'est moi qui salue les hommes, parce que c'est moi qui suis plus singulière ici. Elle préfère saluer les hommes. C'est des bonnes guerres. Mais je salue tout le monde. D'accord. D'accord. Je voudrais, comme point d'ancrage ou encore idée centrale qui pourrait permettre de mieux comprendre les thèmes qui vont suivre, notamment le thème de la table ronde 3, intitulé Leadership, compétences et formation vers une action humanitaire durable. Je voudrais vous faire lecture de l'article 17 du décret 89-775 du 30 juin 1989, ici à Dakar, d'un décret qui a été pris fixant les modalités d'intervention des ONG à Dakar. Et ce décret, je le lis. Les ONG étrangères, dans la mesure du possible, elles doivent, dans la mesure du possible, former des homologues et leur personnel sénégalais, ainsi que les collectivités de base, dans la perspective de leurs élèves, en vue de permettre à ceux-ci d'acquérir le savoir-faire et les compétences indispensables à la poursuite des projets et programmes mis en œuvre. Je pense que nous avons résumé ainsi la transition humanitaire en débat et surtout la table ronde 3 et la table ronde 4 sur la recherche et même les perspectives pour demain. Et sur ce, sans plus attendre, je vais passer la parole à Dr Ibrahima Konaté du CHU de Saint-Louis qui va nous présenter le teneur de son travail. C'est bon? Je m'excuse d'intervenir, je sais que ce n'est pas mon tour de parole, mais c'est que ce décret qui vient d'être lu, c'est moi qui l'ai initié en tant que ministre du Développement social et en charge des ONG au Sénégal. Et je l'ai fait signer par le président de la République. Voilà. Je ne savais pas qu'il allait en parler. Je vais me mettre là. Merci. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je commence par remercier Virginie et Monsieur le ministre Jean-François Mattei de m'avoir donné l'occasion de parler à cette réflexion sur l'humanitaire. Alors, c'est un sujet, elle me demande de parler de mon expérience, donc je pense que ce sera encore plus facile pour moi de dire. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que alors, j'ai fait de l'humanitaire, mais ce n'était pas à plein temps. Donc, j'avais mon boulot de chirurgien ici au Sénégal et j'étais engagé dans l'action humanitaire internationale de temps en temps, donc je faisais. Et également, nous avons participé aux réflexions. Et cette rencontre nous donne aussi l'occasion aujourd'hui de parler de choses dont on a débattu pendant assez longtemps. Alors, je vais d'abord commencer par parler de mon parcours, qui est un parcours de médecin. J'ai été formé à Dakar ici. Ensuite, j'ai fait des études complémentaires de chirurgie digestive. Et puis, depuis 2004, je suis enseignant à la faculté de médecine de Dakar comme enseignant de chirurgie. Et aujourd'hui, je suis à l'université Gaston Berger dans le cadre de la nouvelle faculté de médecine, donc qui est tout à fait en construction. Alors, j'ai fait des actions humanitaires, notamment avec Médecins du Monde et Médecins sans frontières, entre les années 2004 et 2008, et également ici au Sénégal, dans le cadre d'un projet qui a été initié par un ami qui est Thierry Alafort, qui était dans le cadre d'un projet de réduction de la mortalité maternelle et infantile, donc dans lequel c'était l'utilisation des nouvelles technologies, mais également
proposer des solutions innovatrices qui soient basées d'abord sur le contexte. Mais en même temps, également, je continue également à travailler avec tous mes amis qui sont à MSF, à Lima, et nous continuons la discussion dans le cadre de la réflexion pour trouver de meilleures solutions. Depuis quand j'ai commencé à faire l'humanitaire, il y a des gens, beaucoup de gens me demandaient, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas assez de boulot ici au Sénégal, qu'est-ce que tu vas faire de l'humanitaire? Ou bien sur le terrain, les gens me demandaient, mais pourquoi un ressortissant de pays pauvres qui a assez de boulot, pourquoi il va faire de l'humanitaire? Alors je dirais que l'humanitaire, chacun peut faire de l'humanitaire parce que ce matin on a beaucoup discuté, je pense qu'il y a déjà un vide, c'est qu'on ne s'entend pas sur la définition de l'humanitaire. Donc il y a eu un débat sur l'humanitaire et le social, et je pense qu'il y a ces deux volets. L'humanitaire intervient lorsque un État est en défaillance, quel que soit de façon temporaire ou de façon durable. Donc de façon chronique, ce qui arrive, c'est que les besoins devant être couverts par nos États ne sont pas faits et cette place est occupée par les humanitaires. Et dans cette occupation, il y a plusieurs choses qui existent et donc tout le monde peut intervenir dans ce cas. Alors les interventions donc ont lieu toujours dans nos pays et il n'y a pas beaucoup d'implication des ressortissants africains et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles. Alors une autre raison, c'est d'abord le fait de travailler dans un environnement qui soit difficile d'abord en tant que chirurgien, aussi chirurgien. Alors si je me retrouve dans un hôpital où je n'ai pas de fil, je n'ai pas ceci, j'ai pas, donc à la longue, il y a un certain impact sur la motivation. Alors l'avantage d'avoir fait ces missions, c'est d'abord de travailler dans les mêmes conditions, avec les mêmes pathologies, avec des moyens différents. Et c'est là, je trouve intéressant le fait que, voilà, je travaille dans les missions MSF, j'ai fait le même boulot dans d'autres conditions où je n'avais pas à me poser la question si j'avais des fils, si j'avais telle ou telle autre chose. Mais également, ça permet de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, d'avoir d'autres visions et de voir autre chose que ce qu'on voit tout le temps. Alors tout cela, au bout du compte, en revenant à nos missions, on arrive quand même à avoir une certaine motivation en se disant, c'est vrai, les conditions ne sont pas réunies, mais il est possible quand même de faire quelque chose. Donc il est possible de le faire et c'est ça l'engagement personnel que j'ai. Et voilà, et c'est ce qui permet. Donc dans le fond, je ne suis jamais parti, je suis entre les deux et ça continue toujours et on continue la réflexion. Alors, au bout de ça, qu'est-ce que moi j'ai retenu? Quelle a été ma réflexion? C'est ce que je vais vous faire partager. Alors, d'abord, l'humanitaire, c'est d'abord, il y a la philosophie humanitaire, il y a l'action humanitaire. Alors, moi, ce que j'appelle la philosophie humanitaire, c'est d'abord ce besoin d'aider qui est en chacun d'entre nous. Donc, chacun veut aider son prochain et on aide les personnes en fonction des moyens dont on dispose. Et en cela, ça se traduit par une action humanitaire. Donc, c'est d'abord des moyens humains, matériels, intellectuels également, mais également en tenant compte d'un environnement social, physique, politique également. Tout ceci intervient dans ce... Alors, j'ai fait également, pour moi, ça c'est ma position personnelle, je pense que l'humanitaire est un métier. Et que c'est un métier, c'est une vocation qui va se traduire par des métiers. Alors, je fais souvent le parallélisme entre la guerre et l'humanitaire. L'humanitaire s'est consolidé avec la guerre. La guerre s'est modernisée, l'humanitaire pas. Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre de la même façon en 1940, au XVIIIe siècle qu'en 2000. Donc, on utilise tous les moyens scientifiques, humains possibles pour améliorer. Et c'est pourquoi il faut restructurer cette profession. À mon avis, il faut la structurer, la professionnaliser, mais sans également la déshumaniser, parce que tout à l'heure, il y a des gens qui avaient des inquiétudes quant à la spontanéité. Il suffit simplement de l'encadrer de telle sorte que cette spontanéité puisse être beaucoup plus efficace
Et c'est pourquoi il faut former les gens, ces divers sortes de métiers. D'abord, c'est sur le concept, en faisant des masters. Également, les programmes doivent être élaborés de façon pluridisciplinaire, tenant compte du problème, mais également en tenant compte des aspects sociaux dont on a parlé. Il y avait la belle présentation de Ben qui déjà prenait en compte ce fait. Alors, il faut également une coopération importante avec les universités sur deux volets essentiels. D'abord, la recherche. La recherche et la formation également, donc dont j'ai déjà parlé. Il faut créer des ressources humaines. D'abord, les ressources humaines doivent être créées, en ce sens que la plupart des travailleurs de l'humanitaire, il y a beaucoup qui ont été formés dans les universités, mais tout ça, il faut pouvoir le remplacer pour qu'il puisse y avoir une dynamique. Il faut une collaboration avec les universités et les instituts de formation pour cela. Ceci est le garant d'une efficacité, de la durabilité et d'un dynamisme. Le deuxième volet de collaboration, ce sera également dans la conception des programmes d'action humanitaire qui doivent intégrer tous les grands aspects qui sont la santé, l'environnement, les facteurs économiques, également les réalités socio-économiques et le contexte politique, etc. Aujourd'hui, on le voit bien qu'avec le contexte qui se passe, il y a beaucoup de faits qui se passent, beaucoup d'actions contre les humanitaires, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs. Il y a eu des assassinats de personnes de travail humanitaire et tout cela doit être, bien sûr, bien étudié. Et cette conception des programmes également doit se fonder sur l'écoute. Donc c'est une écoute globale, de voir le contexte dans lequel nous agissons, les réalités du terrain, quels sont les besoins. Les besoins sont dynamiques. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins de demain. Je vois M. Ndiaye qui parle et qui disait qu'avant, ils creusaient des puits. Maintenant, ils sont en train de faire des forages. Donc, ce qui n'est pas le même. Mais également, il faut évaluer, il faut qu'on évalue l'impact de l'action humanitaire, tant sur le plan positif que négatif, les impacts sociaux, économiques, également environnementaux et sécuritaires. Vous parlez également des business qui se développent en termes de kidnapping et de rançon. Alors, il est important également de créer une coordination internationale de l'humanitaire, du moins sur le plan politique, que la réflexion soit menée, qu'il y ait une sorte de cahier de charge, de régulation et d'organisation de conférences, mais les renforcer, je sais qu'il en existe déjà, mais il faut encourager la formation de fédération et centralisation partielle ou totale. Donc les modalités, c'est juste des réflexions. Alors la recherche également, il faut développer la recherche sur deux plans. Il y a déjà la recherche sur le terrain des actions qui ont été faites, quels ont été leurs impacts à court, long et moyen terme, mais également sur la recherche de solutions innovatrices. Comment pouvons-nous également utiliser les moyens pour développer certaines choses. Et ça peut se faire que par la création de laboratoires de recherche pluridisciplinaires. Et ceci permet donc de savoir quel type d'action humanitaire, durable, ponctuelle, en urgence ou à long terme, dans quel contexte il faut le faire, quand et comment et pour quelle population, parce que c'est important, et également de voir quel est le bénéfice. Alors, en conclusion, donc pour conclure, je dirais que c'est une science, ça n'engage que moi, c'est un art qui doit trouver ses méthodes, ses voies. Et il faut que l'humanitaire ne doit plus être quelque chose d'émotionnel, mais quelque chose de tout à fait encadré. Et ceci permet donc d'être le début d'une action humanitaire durable. Je vous remercie. Merci beaucoup à Dr Ibrahima Konaté. Il
qui a été vraiment respectueux des petits bouts de papier que je faisais passer. Il lisait en même temps qu'il faisait sa communication. On ne fera pas de synthèse pour le moment. Je vais laisser actuellement la parole à M. Thierry Alafort. C'est qui? C'est ça? C'est le deuxième. Ah, on vient en bas d'abord? Ici d'abord. C'est à deux. Alexis. Ok. Bon, heureusement qu'il m'a aidé à choisir ce qui est plus facile. Donc, je laisse la parole à Alexis. Voilà. Vous avez vu, vous pouvez lire. Hein? Je pense que c'est suffisant. Voilà. Merci. Donc, merci. Très bien. Je l'ai mis sur ta clé. En tout cas, je remercie le docteur Konaté qui me facilite grandement la tâche. Il a prononcé un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, et je le remercie, c'est le mot engagement. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Donc là, on va quitter un peu le monde des intellectuels et des grands débats sur où commence l'humanitaire, où s'arrête le développement, etc. Je vais plus donc vous parler de notre expérience au sein d'Alima. On revendique un peu ce côté artisanat. Le docteur Konaté a parlé d'art. Je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas, l'artisanat et ce travail d'ouvrier qu'on a essayé de faire au sein d'Alima. Donc Alima est d'abord le fruit d'une rencontre de professionnels de l'humanitaire qui ont constaté deux choses. La première, comme le disait le docteur Konaté, c'est qu'il y avait peu de capacités nationales dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, dans toute la bande sahélienne, capable d'assurer un service de qualité pour les bénéficiaires et un problème d'accès à des soins de qualité. Il parlait de pouvoir opérer sans se poser la question de la suture, sans se poser la question est-ce que le patient va pouvoir aller chercher les médicaments, il va pouvoir payer ou pas. Et des pays qui courageusement ont mis en place des plans, notamment la gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, etc. Donc on sentait qu'il y avait un besoin d'accompagner les gouvernements et surtout de permettre un accès à un service de qualité pour les populations. La deuxième, c'était que l'humanitaire changeait et qu'on était passé des French doctors aux African doctors, que bon nombre de nos collègues au sein de grandes ONG humanitaires n'étaient plus, on va dire, des fils de bourgeois ou français ou occidentaux, mais étaient des gens issus des pays mêmes dans lesquels on intervenait et qui, légitimement, commençaient à se poser la question de leur engagement au sein de leur pays pour leur population. Et une fois leur carrière d'expatriés accomplie, avaient cette volonté de créer quelque chose dans leur pays et d'accompagner leur société. Donc en 2008 a été créée une ONG au Niger qui s'appelait Forsani et qui a commencé à travailler en partenariat avec MSF, qui a été une première expérience d'un partenariat avec une ONG locale qui était très nouveau pour MSF à l'époque. Et en observant ça, en 2009, on crée Alima avec ce double objectif de fournir de la qualité à des populations vulnérables et de développer des acteurs nationaux. En 2009 naît le premier partenariat entre Alima et BFN, une ONG nigérienne, dont je vais vous montrer l'évolution et la capacité opérationnelle dont dispose cette ONG aujourd'hui, qui est assez fulgurante, on va dire. En 2012, au fur et à mesure de l'ouverture de différents pays, est née la volonté de regrouper ces ONG au sein d'une plateforme.
on le voyait, c'était vraiment basé sur du concret, de la vie de tous les jours. Par exemple, lors de la crise au Nord Mali, c'était beaucoup plus simple d'envoyer des médecins nigériens à Tombouctou, à Kidal, pour fournir du soin, plutôt que d'essayer de recruter des expatriés américains ou français. Donc c'est les premiers partenariats qu'on avait créés au Tchad et au Niger qui ont permis d'ouvrir le Nord Mali. Donc il y a eu vraiment cette dynamique régionale et cet échange, cette mutualisation de ressources au sein de la plateforme. Donc aujourd'hui, la plateforme, c'est 5 ONG, BFN au Niger, la MCP au Mali, Keogo et SOS Médecins au Burkina et Alerte Santé au Tchad. Les résultats, l'année dernière, ces ONG regroupées au sein de la plateforme ont pris en charge plus de 100 000 cas de malnutrie sévère, ont effectué plus de 300 000 consultations et 30 000 enfants hospitalisés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un des concepts aussi au sein de la plateforme, c'est qu'on partage un peu une même expérience de l'humanitaire et de la qualité, qui n'est pas de développer des programmes verticaux, mais d'essayer de prendre en charge l'enfant avec toutes ses pathologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va comptabiliser le nombre de malnutris sévères qu'on prend, mais c'est aussi des enfants qui ont des infections respiratoires, c'est des enfants qui ont des diarrhées, c'est des enfants qui font du paludisme, qui ont besoin d'être hospitalisés. Il ne suffit pas de distribuer de la nourriture. Donc il y a vraiment une prise en charge globale avec de la vaccination, etc. Donc aujourd'hui, il y a un volume opérationnel et une certaine taille critique. On parlait tout à l'heure d'ONG nationales qui sont dans l'incapacité de répondre à des urgences rapidement parce qu'ils n'ont pas cette taille critique dans laquelle ils peuvent puiser des ressources pour se projeter ailleurs. Donc il y a vraiment eu une volonté très forte au sein d'Alima et de la plateforme de développer et d'atteindre cette taille critique. Donc aujourd'hui on l'a. On a développé donc ces projets dans le respect des standards internationaux de qualité. On a également faire de la médecine comme MSF ou comme en France ou ailleurs et la répliquer au Niger, par exemple, c'est quelque chose qui semble aberrant, en tout cas qui n'est pas durable. Donc il faut aussi sans cesse inventer des moyens, inventer des stratégies, travailler en intégration, travailler à développer des nouveaux moyens de rendre accessible au plus grand nombre des soins de qualité. Donc il y a 2 projets de recherche qui ont été lancés au Burkina Faso et au Niger. Au Burkina Faso pour essayer de trouver le meilleur produit de supplémentation pour les enfants malnutris. Et ça, c'est vraiment un exemple de la mutualisation de l'expertise et des compétences regroupées au sein d'Alima. Dans Alima, il y a le A, c'est Alliance. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en avant, d'essayer d'aller chercher la compétence là où elle est. Si vous voulez de la connaissance du terrain, ça ne sert à rien d'aller la chercher ailleurs, il faut aller la chercher sur place avec des ONG locales. Si vous voulez avoir de la compétence de laboratoire pour faire un suivi de recherche, eh bien, il faut aller la chercher. Par exemple, là au Burkina, on travaille avec 5 laboratoires, un en Allemagne, au Danemark, en Inde, au Canada et en Norvège. Donc, vraiment monter une plateforme d'expertise et c'est ce qu'on a réussi à faire sur ce projet de recherche. Le deuxième projet de recherche, c'est sur le rôle de la mère dans le dépistage des enfants malnutris. Une des grosses problématiques, c'est pour une mère au Niger, c'est d'aller le lundi pour le programme de vaccination qui est soutenu par telle ONG, c'est d'aller le mardi parce que c'est là où il y a le programme pour le VIH, de revenir le mercredi, de revenir le jeudi, le vendredi, etc. pour des programmes verticaux. Donc c'est essayer de limiter ces allers-retours incessants, offrir un package complet, aider à ce que les autorités sanitaires soient en capacité de le faire, ça veut dire développer des nouveaux moyens, mais ça veut dire aussi donner à la mère la capacité de diagnostic, notamment sur le dépistage de la malnutrition avec le périmètre brachial. Donc on a développé une étude qui comparait
des cohortes d'enfants qui étaient dépistés par des agents communautaires, qui étaient dépistés par des infirmiers, qui étaient dépistés par des mères. Et on s'est rendu compte que les mères étaient tout autant capables, si ce n'est, on voit que la précocité du dépistage est meilleure chez les mères pour amener leurs enfants au programme de lutte contre la malnutrition. Plaidoyer, donc par exemple le SUN au Niger, les représentants du SUN sont membres de BFN, donc il y a une totale prise en compte de tout ce qui est plaidoyer et évolution des politiques nationales. Je parlais de BFN au Niger. Donc BFN commence avec 4000 patients en 2009. Aujourd'hui, on atteindra sûrement les 60 000 cette année. C'était 56 000 l'année dernière. Donc en termes de capacité opérationnelle, gestion de volume, réservoir de médecins, de praticiens de l'humanitaire capables de se déployer. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir un centre de traitement contre Ebola en Guinée forestière. Notre coordinateur médical est un coordinateur nigérien qui travaille, qui fait partie de BFN. Dans la sous-région, là une petite cartographie, je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes, une cartographie de tous les projets de la plateforme. Donc vous voyez un certain nombre beaucoup de projets, beaucoup de volume et toujours cette volonté de travailler sur la recherche opérationnelle dont parlait également le docteur Konaté. Alors, ce n'est pas quelque chose de facile de travailler si vous voulez avoir de la qualité, c'est un challenge. Si vous voulez le faire en partenariat, c'est un autre challenge. Et si vous voulez en même temps développer des projets de recherche, c'est un troisième challenge. Donc, il y a des avantages. La pérennité des ONG, l'accès facilité, on le voit en termes d'intégration, c'est beaucoup plus facile pour des ONG nationales qui ont les contacts, qui ont fait les études avec des gens qui travaillent au sein des ministères, qui ont un contact privilégié et plus facile et pour mettre en place ces projets-là. Un coût forcément plus faible et une connaissance du terrain qui est absolument primordiale, notamment quand on veut travailler au Nord Mali. Les difficultés, sont vraiment structurelles en termes de financement. Quand on sait que 75% de l'aide va directement aux agences des Nations Unies, il ne reste que 25% pour toute la myriade d'ONG qui existent. Quand on sait que les bailleurs sont très sensibles aussi aux ONG qui disposent de communicants, qui disposent de jolis rapports et qui font énormément de publications, ça devient très difficile pour des ONG de terrain de se développer et d'atteindre ces financements. La rétention des cadres est aussi quelque chose de difficile. On parlait de parcours. Il y a énormément, je trouve, il y a une problématique très forte. Les soignants aujourd'hui se retrouvent dans des positions de coordinateurs ou dans des positions administratives. Et on se rend compte que sur le terrain et dans les hôpitaux, il y a vraiment une problématique d'avoir des soignants là où on en a besoin. Opérationnel dans la prise en charge de la malnutrition, qui est la principale problématique, si on n'arrive pas à intégrer ça au sein d'un paquet complet. L'autre difficulté est institutionnelle. Comment faire fonctionner ça? Aujourd'hui, le conseil d'administration d'Alima est constitué pour moitié de représentants des ONG nationales. C'est-à-dire que c'est elles qui vont voter, choisir les orientations opérationnelles, stratégiques, le plan d'investissement, qui vont vraiment avoir un pouvoir très fort. Donc à la fois au sein du CA qui exerce sur le bureau opérationnel de Dakar, mais à la fois dans les coordinations, où les coordinations sont totalement mixtes et la mise en œuvre du projet se fait de manière conjointe avec les ONG nationales. C'est un processus en mouvement. Donc on a mené tout un tas de réflexions avec des consultants pour faire évoluer ça.
Ce qui est très difficile, c'est de concilier une certaine forme d'autonomie de ces ONG nationales avec les impératifs que représente une gestion mutualisée, par exemple, des ressources humaines. Donc choisir de prendre un coordinateur à tel endroit pour l'envoyer là où il y a besoin, c'est toujours des arbitrages très difficiles entre l'intérêt de la plateforme et l'intérêt de l'ONG nationale. Donc ça, c'est une difficulté. Après, lorsqu'on sonde, donc ça c'est les résultats d'un sondage et des interviews qu'on a fait auprès des partenaires, on voit que ce qui intéresse le plus et là où on a le plus de consensus, c'est l'accès aux patients, la mobilisation des RH, la capacité d'accéder à des fonds parce qu'on a une taille critique, parce qu'on a un poids au niveau des bailleurs. Voilà, l'avenir, pour conclure. C'est vraiment ce modèle de gouvernance à trouver. Ça ne nous dérange pas d'être un laboratoire pour l'instant et d'essayer des choses, mais toujours dans l'idée d'être efficace. Et on le voit avec la Guinée aujourd'hui, on est capable de se projeter. Ça sera un centre de traitement ouvert par des ONG africaines. Donc en termes d'urgence et de niveau de qualité médicale, je pense que là, on a réussi quelque chose. En tout cas, on a réussi à regrouper des engagements forts et une exigence de qualité et des compétences qui existaient. Voilà. Merci. J'espère que je n'étais pas trop stressé. Un petit peu. Ah. Merci. Merci pour le pardon. Bon. Professeur, à vos permissions, je pense que je ferai 1, 2, 3. Parce qu'on est maintenant avec l'un des fondateurs ou la fondatrice de l'article qui était pour nous essentiel par rapport aux thématiques des 2 tables rondes qui se feront aujourd'hui. Et elle, c'est Mme Dioro Ndiaye, ancienne directrice générale adjointe de l'OIM. Ok, c'est pour la migration, Organisation internationale de la migration. Et elle a assuré ce poste depuis de 1999 à 2009 et aussi, elle a été ministre de 87 à 95. Ça suffit? Bon, d'accord. Elle est efficace, donc j'arrête. Donc, elle va maintenant prendre la parole. Allez-y, vous avez un PowerPoint ou bien c'est directement sur... Non, moi, je n'ai pas de PowerPoint. Et je regrette de n'avoir pas fait parce que ça aurait pu être beaucoup plus facile. D'accord, on y va. On peut s'entendre. Ok. J'ai mes notes. Je vous laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais en profiter pour saluer tout le monde dans la salle. Saluer, bien entendu, monsieur le ministre Mattei, mais également Abdou Aziz Diallo, je crois à qui je dois d'être là, parce qu'il m'associe dans la plupart de ses réflexions concernant non seulement les problèmes de migration, mais les problèmes humanitaires en général. C'est bon. Ça va? Vous voulez que je prenne le micro? Ah, vous n'entendez pas bien. D'accord. C'est bon? Ça va mieux maintenant? Voilà. Je disais donc que je suis heureuse d'être là parmi vous et je crois que je dois ma présence à notre ami Abdou Aziz Diallo qui m'associe dans la plupart de ses réflexions en matière non seulement de migration mais d'humanitaire aussi quand cela lui arrive d'organiser des tables rondes ou des panels. Je voudrais saluer tout le monde dans cette salle, les enseignants, le CICR, qui a été aussi notre grand partenaire pendant ces 2 années, AMLD, l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement,
c'est ce que ça veut dire, donc cet acronyme, travaille depuis 3 ans maintenant ici au Sénégal. On a été créé il y a 3 ans à mon retour de l'OIM parce que les programmes gouvernementaux, mais également les programmes des ONG me semblaient relativement faibles en termes de gestion de la migration, en termes de prise en charge des questions migratoires, autant pour les populations et par les populations que par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Alors on a essayé, on a mis cette plateforme, c'est une alliance qui fait travailler des seniors et des jeunes. Les seniors sont responsables de secteurs clés tels que la migration, tels que le développement, tels que le leadership. Nous avons 3 secteurs de prédilection dans lesquels nous travaillons. Nous avons des seniors, par exemple, les problèmes de migration sont gérés et par moi-même, mais également des personnels de sécurité. Puisque en termes de gestion de la migration, ici en Afrique, énormément d'enjeux sécuritaires se sont greffés à la gestion de la migration et qu'on ne peut pas parler de migration, encore moins d'humanitaire, dans notre région sans tenir compte de toutes les mutations qui se sont produites ces 10 dernières années. Je veux parler de l'incursion des problèmes sécuritaires, encore une fois, de sécurité humaine en général, mais de sécurité physique aussi. Et deuxièmement, l'incursion du fondamentalisme religieux quand on parle de migration et d'humanitaire dans la région africaine. Donc, on a créé la section migration avec ces personnes qui travaillent beaucoup avec les jeunes, des jeunes doctorants, mais également des profs d'université. Par exemple, pour Saint-Louis, nous travaillons avec le GERM, mais pour Dakar également, nous travaillons avec certaines facultés, la faculté de lettres, mais également de la faculté de droit pour la question des droits des migrants. Pour ce qui est du leadership, nous travaillons surtout à la consolidation du leadership des femmes et des jeunes garçons et filles, que cela soit dans le domaine politique comme dans le domaine du développement en général. Parce que la grosse lacune aussi que nous avions constatée quand nous créions cette ONG, c'est que les femmes et les jeunes garçons et filles certainement avaient des capacités internes, une grande tendance à un leadership, mais n'étaient même pas conscients de s'approprier cela, qu'ils étaient effectivement des leaders, mais qu'il fallait encore développer, cultiver ce sentiment de leader chez ces personnes-là. Et ça a été très révélateur dans notre programme pour le leadership politique, surtout des femmes et des jeunes. Et enfin, le développement, parce que nous ne savons faire que du développement. Nous, on a été agent de développement depuis qu'on travaille. Et chaque fois qu'on travaille, qu'on parle de migration, on essaie de lier la migration au développement. Quand on parle de leadership également, nous essayons d'employer ces capacités dans les processus de développement. Alors, pourquoi ce panel est intéressant pour nous, pour AMLD? Parce que vous parlez effectivement d'humanitaire. Non, moi, je ne vais pas parler longtemps, mais je vais rester dans les limites, ne vous en faites pas. Mais il y a au moins quelque chose que je peux dire, en plus de ce que mes jeunes collègues ont dit, Konaté et Alexis, voilà. Je veux dire que l'humanitaire, le problème que nous avons dans l'humanitaire dans notre région, c'est comment lier l'humanitaire au développement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'humanitaire, qui interviennent dans notre région, qui amènent certainement beaucoup de soulagement à nos populations, mais le lien, la connexion entre les actions humanitaires et les actions de développement est un gap qui est réel. Et ça, je voudrais le mettre dans votre corbeille parce que lui, il en a parlé, M. Konaté également, mais je pense qu'il faudrait que les personnes qui travaillent dans l'humanitaire voient
comment connecter le travail qu'ils font et les actions de développement, surtout les actions de développement à la base, en impliquant les locaux. Je sais que vous faites des efforts, qu'il y a eu des changements dans l'attitude des humanitaires, étrangers en particulier, mais il y a encore beaucoup à faire, surtout quand on veut avoir un partenariat égalitaire entre vous, les ONG étrangères, et les ONG nationales. Il y a des problèmes et il faut avoir le courage de le mentionner et de le régler. Le problème des salaires, le problème du comportement, le problème des attitudes, le problème des capacités, du renforcement de capacités de ces gens-là pour leur permettre de prendre une relève et une relève cohérente et pertinente, cela pose problème dans l'action des humanitaires dans notre région. Ensuite, le deuxième point que je voudrais soulever, c'est en termes de formation. Puisqu'il m'avait été demandé de parler des transferts de compétences dans la migration. Comment utiliser les diasporas? Comment faire pour que les migrants qui vivent à l'extérieur de leur pays puissent contribuer au développement de leur pays? Mais vous savez, les diasporas ont toujours voulu intervenir dans les programmes de développement de leur pays. Ce qui a toujours manqué, c'est un mécanisme cohérent, un mécanisme nécessaire pour faire investir ces diasporas dans leur pays d'origine. Et dans les deux voies, autant pour ce qui est de leurs compétences, donc leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris à l'étranger, et pour parler de santé, puisque Alexis en a parlé tout à l'heure, pour parler de santé, nous avons pu comptabiliser que chaque année, le continent africain perdait 20 000 personnes, ressources humaines, de qualité, dans le domaine de la santé. Et que rien n'y fait. Parce que si les pays d'origine se croisent les bras et regardent partir leurs plus brillants, parce qu'ils n'ont aucune capacité, encore moins la volonté de les retenir, il n'y a pas de programme qui soit incitatif pour les garder dans les facultés de médecine ou dans les hôpitaux pour qu'ils puissent travailler à la mesure de ce qu'ils ont appris. Et ça ne m'étonne pas que M. Konaté ait marqué aussi dans son PowerPoint que l'envie de faire autre chose, l'envie de se rendre compte qu'on a fait le tour ici et qu'il n'y a absolument rien à l'horizon pour ces jeunes qui ont fait un minimum de 7 ans d'études avec un internat, etc., et des stages en emploi funèbre et une formation spécialisée. Eh bien, ils ont toujours voulu, mais du côté des pays d'origine, je dois dire, il n'y a jamais eu d'effort pour que l'on puisse d'abord identifier ces personnes qui partent, où elles sont, comment elles évoluent dans les pays d'accueil et comment faire un pont, comment créer un pont entre ces masses critiques qu'on a à l'étranger et les besoins des plateformes, des plateaux techniques que nous avons ici dans nos pays. Prenez le cas de la chirurgie ici, puisque Konaté en est un. Il y a des manques de chirurgiens notoires dans certaines régions, même ici, dans notre pays. Qu'est-ce qui empêche que le ministre de la Santé puisse interroger la diaspora sénégalaise vivant, ne serait-ce qu'à Paris? Parce que pour comparer encore une fois, il y a plus de médecins béninois à Paris, rien que dans la ville de Paris, que dans tout le Bénin. Donc, comment peut-on faire de telle sorte que les chirurgiens qui sont à Paris puissent être en connexion avec leurs homologues ici à Dakar et pallier un certain nombre d'insuffisances pour les plateaux techniques que nous avons ici au Sénégal? C'est dans tous les domaines de la santé, vous avez ces gaps, vous avez ces lacunes. Et qu'est-ce qui empêche qu'on en parle? Les gens sont au courant. Pourquoi on ne crée pas de mécanisme pertinent pour pouvoir régler ce problème-là? C'est un problème réel. Ce n'est pas exclusivement l'humanitaire, c'est des problèmes de développement, mais c'est des problèmes de développement liés à la migration et la migration faisant partie aussi de ce que nous gérons quand on gère l'humanitaire. J'ai pris le soin de vous en parler. En termes de compétences également, de transfert de compétences, les organisations internationales telles que le PNUD, mais également l'OIM et d'autres, ont créé des programmes spécifiques pour le retour des compétences. Mais
je crois que la manière était relativement maladroite parce que ce qui avait été surtout retenu par les diasporas highly qualified, comme ils disent, qualifiés, eh bien, c'est ce retour, ce terme de retour, sans aucune préparation, sans qu'il y ait un réceptacle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la part du pays d'origine, et sans que aussi ces gens soient préparés à rester dans leur pays. Oui, je sais qu'il me reste 5 minutes. Mais laissez-moi parler de cette diaspora, puisque vous m'avez demandé de parler des transferts de compétences. On a créé ce qu'on appelle le Top 10 avec le PNUD, mais on a créé également ce qu'on appelle les retours des Africains nationaux qualifiés. Eh bien, ça a été tellement cher de faire revenir un national à partir de Paris que ces deux programmes, l'un a été abandonné, l'autre marche plus ou moins bien, et on a créé ce qu'on appelle le MIDA, Migration internationale pour le développement de l'Afrique. Et là, la grande différence, c'est que les diasporas ne sont pas obligés de rester dans leur pays, de retourner dans leur pays d'origine. Ils vont et viennent, et il y a un partenariat entre le pays d'origine et le pays d'accueil pour que les enseignants, par exemple, qui viennent de Belgique, qui viennent de Paris, qui viennent de n'importe quel autre pays européens, ne restent que quelques semaines dans leur pays d'origine. Ils font le complément d'enseignement qui manque au plateau technique dont nous avons parlé tout à l'heure, et ils retournent parce qu'ils ne veulent pas perdre les acquis qu'ils ont eus là-bas. C'est quoi là? C'est la sécurité sociale, c'est leurs enfants qui vont à l'école, c'est énormément de conditions de vie qu'ils n'ont pas dans leur pays d'origine et qu'ils ne veulent pas perdre dans le pays d'accueil. Donc, il y a des problèmes réels de transfert de compétences, et la solution que nous avons trouvée à AMLD, c'est la formation. Pour pallier ces gaps de compétences dans les pays d'accueil, dans les pays d'origine par exemple, parce que c'est la boucle du non-développement de l'Afrique. Vous prenez les difficultés de vie, le chômage et les bas salaires qui vous amènent à l'exode des cerveaux, cet exode des cerveaux dessert complètement les plateaux techniques de tous les secteurs de développement de nos différents pays, et on va au non-développement de l'Afrique. Et on est surpris que l'Afrique ne se développe pas, que l'Afrique a des difficultés, a de la peine à émerger ou à avoir des pays émergents. Eh bien, ça, c'est une solution. C'est une solution et il faut la prendre très sérieusement. En termes de compétences également, les universités. Konaté a parlé tout à l'heure des formations en humanitaire, mais il faut aussi former les gens dans les disciplines dont nous avons besoin pour que l'humanitaire marche, pour que le développement et l'expertise, qu'on dispose d'expertise correcte pour gérer et impulser notre développement. Pourquoi les facultés ne créent pas des masters ou des filières? Si on peut très bien conjuguer le produit dont on a besoin, on peut le conjuguer en termes de temps, d'années d'études, de diplômes, etc., etc. Ça existe. Et pourquoi les universités ne le font pas? AMLD l'a proposé à l'université de Dakar. Ils nous ont demandé de venir à plusieurs conseils de facultés et d'universités pour leur parler de ces masters qu'il faut créer, parce qu'il n'y a rien au bout. Si tant qu'on ne commence pas à former des personnes, des ressources humaines de qualité pour savoir ce qu'est la migration, ce qu'est l'humanitaire, les enjeux, les défis et les solutions que ces deux secteurs peuvent apporter à nos pays, tant que nous ne commençons pas dans 3 ans, nous n'aurons jamais d'experts. Créer une masse critique à l'Université de Dakar, à l'Université de Saint-Louis, dans n'importe quelle structure de formation et de recherche en même temps, c'est ça qui est la solution. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre dans 5 et dans 10 ans. Mais il faut commencer. Et jusqu'à présent, je vous le dis, on n'a pas commencé. Je m'en arrête là, je vais conclure. Je pense que la formation est un problème. Et moi, je suis une éducatrice et je crois en l'éducation. La plupart de nos solutions en Afrique viendront de l'éducation. Et c'est parce qu'on sera éduqué qu'on sera à même d'avoir un partenariat égalitaire entre ONG étrangères et ONG nationales, endogènes. Eh bien, tant que nos nationaux
où nos personnes endogènes ne seront pas formées à la hauteur de ceux qui viennent les aider, ils ne pourront rien réclamer, ni un salaire égal, ni des conditions de vie égales. Et ça, c'est parce qu'on sera éduqué, qu'on connaîtra nos droits, que nous aurons le devoir d'avoir le profil qu'il faut pour impulser le développement de nos différents pays. Voilà ce que je voulais dire. C'est un problème de leadership également, bien entendu, mais on peut en discuter pendant les discussions. Voilà. Merci. Professeur? Bien, je crois qu'on est... D'abord, bon, rebonjour. Mon Wolof étant très médiocre, je dirais juste Jam Gan Am, pas sûr de la prononciation. Mais moi, je suis très frappé par le débat que nous avons depuis ce matin, et particulièrement frappé par cette table ronde et les questions qui ont été brassées lors de cette table ronde, et aussi par les effets miroirs entre les différents intervenants. Mais ce qu'impliquent aussi ces effets miroirs, et si vous me permettez donc deux ou trois remarques avant d'engager le débat avec toutes et tous, par rapport à l'intervention de Mme Diaye et les deux interventions précédentes, un constat que l'on peut faire aujourd'hui par Dr Konaté, moi j'étais très intéressé par votre parcours. Nous avons eu là 3 restitutions de parcours dans l'humanitaire. Nous avons aujourd'hui dans les organisations humanitaires de plus en plus un phénomène de multinationalité. Au CICR, il doit y avoir aujourd'hui à peu près 75 nationalités, peut-être 80, dans beaucoup d'ONG comme Oxfam, par exemple. La directrice internationale d'Oxfam est ougandaise. Nous avons de plus en plus ce phénomène à la fois dans la gouvernance d'un certain nombre d'organisations humanitaires. Le secrétaire général de la Fédération internationale, c'est Croix-Rouge sénégalaise, je crois. Donc, nous avons de plus en plus ce phénomène qui se passe à la fois au niveau de la gouvernance, mais aussi au niveau des personnels sur le terrain. Mais vous l'avez très justement souligné, madame, avec ce que ça implique en contrepartie, c'est-à-dire aussi un problème de ressources humaines pour les pays, puisque à la fois, évidemment, cette multinationalisation justement permet aussi une sortie par le haut et est un élément de la transition humanitaire, ce que nous évoquons depuis ce matin, puisque effectivement, ça n'est plus uniquement des personnels venant de pays européens, du Japon, ou de pays, disons, de l'OCDE au sens large, mais également donc, des personnels de plus en plus, je parle dans le personnel international, de plus en plus de multinationalité, mais avec les conséquences aussi que cela implique, et les questions, effectivement, de retour, et le rôle des diasporas que vous avez très justement évoqué. Permettez juste une incidente, nous en parlions à table lors du déjeuner. L'aide aujourd'hui aux populations syriennes, aussi bien à l'intérieur de la Syrie que dans les camps de réfugiés dans les pays voisins, passe essentiellement par le canal à la fois d'associations locales, d'ONG locales, mais d'ONG créées par des membres de la diaspora syrienne, en Europe ou ailleurs, et donc avec effectivement donc, cette implication de cette diaspora dans une situation évidemment conflictuelle, donc il n'est pas transposable partout, mais cette situation conflictuelle, cette diaspora est faite de gens qui, pour reprendre ce que vous disiez, avant le conflit, ne sont pas rentrés en Syrie. Donc, ils s'impliquent aujourd'hui. Donc là, il y a effectivement, au niveau de la transition
humanitaire, un enjeu tout à fait considérable et qui est une question ouverte et en débat. La seconde remarque, moi j'étais aussi très frappé dans vos diverses interventions par l'importance que prennent aujourd'hui les plateformes, que prennent les alliances, donc tout ce qui est la question de finalement de la mutualisation. La troisième remarque en ce qui concerne aussi le leadership, les compétences et la formation, en fin de matinée ce matin, lors de ma courte intervention, j'évoquais les questions d'innovation, mais il y a aussi des contextes géopolitiques, des contextes sécuritaires qui ont été évoqués aussi par vous trois, qui font qu'il y a une accélération aussi des mutations, une accélération de la transition. Pour dire les choses très, très directement et très abruptement, actuellement, dans toute la zone sahélienne, en termes de personnel, aussi bien Croix-Rouge, CICR, ONG, il y a quasiment plus d'Européens. Parce qu'il y a des risques, effectivement, d'enlèvement, des risques d'assassinat. Ça ne veut pas dire du tout, d'ailleurs, que les personnels internationaux ou nationaux encourent moins de risques. Mais évidemment, ce contexte conflictuel et de sécurité accentue ces phénomènes. Mais comme cela a été dit aussi, il y a un déficit de ressources humaines. Et vous avez notamment... notamment indien, souligner les questions de formation et la nécessité de ces questions de formation et la question effectivement de la professionnalisation sans déshumaniser comme vous l'avez indiqué. Donc là aussi, il me semble que la transition, le leadership est aussi fonction et s'alimente aussi de ces contextes spécifiques. Juste pour terminer ces remarques, en ce qui concerne ce qui a été dit aussi par vous, Dr Konaté, et par d'autres sur les questions de coordination, les coordinations elles se mettent en place aussi, mais elles posent question. La coordination au plan de l'action humanitaire théoriquement existe depuis 2005 à l'initiative des Nations Unies, sous la houlette d'OCHA, donc qui est l'administration du secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires, qui normalement a vocation à coordonner l'ensemble des acteurs. Sans entrer dans le débat, on ne peut pas dire quand on fait le bilan de près de bientôt 10 ans de mise en place de cette coordination, que ça soit un franc succès. Ce n'est pas un échec complet, mais ça n'est pas non plus un franc succès. Donc la coordination, bien sûr, est nécessaire en termes de transition. Elle facilite certainement le leadership, la construction de compétences, mais en même temps, elle sécrète une bureaucratie et une bureaucratisation de l'action humanitaire qui pose toute une série de questions. Quant à une conférence humanitaire internationale, je crois que, Dr Konaté, vous avez été entendu, là aussi, par les Nations Unies, puisque en 2016, il y aura le premier sommet mondial humanitaire qui se tiendra à Istanbul. Et donc, là aussi, toutes les réflexions qui se font au niveau de vos parcours personnels, finalement, dans une certaine mesure, sont reprises et vont déboucher. Maintenant, quel sera le résultat de cette conférence ? Pour l'instant, effectivement, on n'en sait rien, mais il y a ici des participants dans la salle qui ont commencé à assister aux conférences préparatoires, d'après ce qu'ils nous en rapportent, qui ne sont pas, disons, d'un enthousiasme absolu sur la tournure que ça prend. Je voulais juste terminer ces quelques remarques sur les questions de qualité, d'honorabilité. Là, j'avais amené un
petit texte qui en anglais s'appelle le Core Humanitarian Standard, qui est la norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité. Et cette norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité qui est actuellement en discussion et qui est actuellement en cours d'adoption, elle traduit des valeurs, dit sa présentation, des principes et des bonnes pratiques, s'articulant autour de valeurs et d'engagement envers les communautés et les populations en situation de crise. Donc effectivement, la direction vers les communautés est tout à fait essentielle, et pour chaque engagement, la norme est supposée préciser en mettant en tête ce que les communautés et les populations peuvent attendre des acteurs de l'aide humanitaire. Donc il y a là aussi, en termes de leadership, de compétences et de formation, des éléments en discussion, et moi je ne saurais trop vous inciter les uns et les autres à vous impliquer au maximum dans cette élaboration de normes pour ne pas la laisser uniquement, je dirais, à des praticiens de l'humanitaire qui sont certainement d'excellents techniciens, mais qui peuvent avoir une certaine distance vis-à-vis du terrain que les uns et les autres, vous n'avez pas compte tenu de vos parcours. Parce que pour être effectivement, pour que les communautés, que les engagements donc, soient vérifiés par rapport aux communautés, il faut aussi que ça s'alimente à travers le retour, les retours d'expérience des uns et des autres, les retours d'expérience bien sûr des travailleurs humanitaires, quelle que soit leur nationalité. Et ça, il me semble que c'est tout à fait essentiel.